considère que ça fait partie de notre mission vraiment d'aider les gens à comprendre mieux le marketing. Donc quand on l'a développé en termes de contenu, c'était vraiment un projet. On a bossé entre plus de 6 mois et 1 an entre toutes les langues et on continue de bosser tous les jours dessus. On a un premier module, on a une roadmap assez ambitieuse sur les années à venir. On a eu de très bons retours de nos clients, on est super contents, toute l'équipe marketing est super fière et c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. On le fait de manière gratuite et notre objectif c'est d'avoir le maximum d'étudiants. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier avec Aurélie Casimir, qui est la directrice marketing, la Chief Marketing Officer de Sendinblue, sendinblue.com évidemment, que vous connaissez tous pour aborder un sujet crucial dans le développement de toute entreprise et surtout dans le e-commerce, l'email. Salut Aurélie, tu vas bien ? Bonjour. Je crois que c'est ton premier podcast. Ouais, c'est bien ça. De visu, en physique, donc je suis honoré que tu me m'aies accordé ton temps. C'est un sujet passionnant qu'on va aborder aujourd'hui. Je fais le tour rapidement des sujets qu'on va aborder, mais déjà ton parcours, parce que toi, tu es dans le digital, dans le e-com depuis un bout de temps, en France chez Cdiscount, en Asie chez Lazada, qui a été racheté par Alibaba. Tu as vécu ce rachat, on fera un petit détour par cette période et cette expérience à la fin de l'épisode, parce que je suis curieux, j'aimerais en savoir plus. Et tu as rejoint en septembre 2019 Sendinblue. Sendinblue, qui est un acteur incontournable français de l'emailing. Alors c'est marrant parce que je te demandais en préparant cet entretien comment est-ce qu'on définit Sendinblue. Pour moi, c'est une plateforme d'envoi d'email, une plateforme d'emailing. Et tu me dis non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une solution de marketing digital et de vente. Il y a un CRM et maintenant plein d'autres choses autour de l'email, enfin en plus de l'email. Mais tu nous le décriras dans un instant. Bienvenue. Merci, ravi d'être là. Je suis très impatient d'enregistrer parce que j'ai plein de questions et je pense que tu as plein de choses à nous apporter. L'email, c'est à la fois, je pense, la connaissance la plus partagée, mais la moins bien connue peut-être quand on se lance en e-com ou quand on lance un SaaS. C'est crucial, c'est vital, il y a énormément de choses à maîtriser. Il y a plein de petits tips and tricks, de petites techniques qui ne sont pas forcément complexes, mais qu'il faut connaître. Tu nous parleras de l'académie Sendinblue que vous avez lancée récemment, qui permet de s'approprier tous ces concepts. C'est un outil en plus, l'email. Alors on parlera aussi de tout ce que vous avez rajouté à côté de l'email, mais un outil qui est quand même pratique parce qu'on le maîtrise, qui a un coût qui est peut-être plus faible que d'autres méthodes de communication. Qui est le plus faible. Qui est le plus faible. On dit qu'on a un ROI de 40 pour 1. Donc, comme tu disais, l'email marketing, c'est marrant parce que ça fait partie de notre quotidien. On l'a adopté, c'est devenu un standard. Ce qui fait la pertinence de ce canal, c'est vraiment l'adoption. Le fait que quasiment tout le monde a une boîte mail, tout le monde au quotidien consulte ses emails. Donc, tu es passé par l'Asie avant de rentrer en France. Qu'est-ce qui t'a fait revenir Après 7 ans d'expatriation, pour diverses raisons, professionnelles et personnelles, j'avais envie d'un peu de rentrer en Europe. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est une bonne expérience. 7 ans, on a le temps de faire plein de choses, à la fois en termes de voyage, à la fois en termes d'expérience humaine, parce que l'expatriation, c'est vraiment ça. J'avais bien voyagé, j'avais vraiment professionnellement aussi bien évolué, je dois dire. Puis j'arrivais à la fin de mon cycle, tout simplement. Comme tu as dit, je suis partie au début avec Cdiscount. Je suis ensuite passée chez Lazada, qui est l'équivalent d'un Amazon pour l'Asie du Sud-Est. Qui a été lancé par Rocket. Oui, incubé par Rocket Internet. Oui. Et racheté par Alibaba en partie, complètement. Oui, maintenant quasiment. Oui. Et qui était une des premières boîtes que Alibaba dit. Parce qu'on avait quand même un management très européen. Et au fur et à mesure, on a développé des équipes en Asie du Sud-Est, donc la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, la Singapour, Philippines, Indonésie. Donc des pays tous merveilleux, si jamais tu aimes voyager, que je conseille. Et voilà, donc la boîte a grossi très 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 vite. Ça fait plus de 5 milliards.
en 5 ans, hein, donc des croissances vraiment hyper croissances. Et puis on s'est fait racheter par Alibaba. Attends, pardon. J'opine comme ça, vous ne le voyez pas, mais j'opine 5 milliards en 5 ans. Oui. Ouais. Fat. Après, c'était le début du e-commerce. Donc c'est marrant l'Asie parce qu'ils sont à la fois beaucoup plus connectés. Parce qu'ils ont tous des mobiles et ils mettent. Je me souviens en Thaïlande, cette stat m'avait vachement surpris. En général, un Thaïlandais met 3 mois de salaire dans son portable. Donc ils sont tous, t'es dans le métro ou partout, tout le monde est sur son portable, sa tablette, etc. Ils sont en permanence connectés. 3 mois de salaire dans un portable. Oui. Bon, après c'est pas les mêmes salaires évidemment, mais pas les mêmes salaires, mais ça donne une échelle, idée. Ouais. Mais les gens sont hyper connectés, hyper sur les messageries de chat, donc ils sont vraiment spécifiques à l'Asie. Et en même temps, c'est marrant, ils sont dans la communication en permanence, que ce soit connecté en temps réel. Mais pour l'e-commerce, moi, quand je suis arrivée, ce que je te disais, on m'a dit non, mais l'e-commerce, ça ne va jamais marcher ici. Parce que la vente, c'était beaucoup, si tu as déjà été en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup de street food, c'est beaucoup de choses qui se passent dans la rue, c'est beaucoup de contacts humains. La relation humaine est super importante. Hein. Tout est quand même, tourne autour de ça. Hein. De la négo en permanence? Oui et non, ça dépend, ça dépend des pays. Pas partout en Asie où il y a de la négo, mais dans une certaine mesure. Hein. Okay. Donc, faut faire attention à ça. C'est un truc que j'avais passé il y a très très longtemps, il y a 20 ans, mais une année en Asie à voyager. Et je sais que ça m'avait marqué. J'étais rentré en France, j'avais vu un prix fixe. Je crois que je voulais m'acheter, je sais plus, un appareil photo numérique à la Fnac. Il y avait un prix. Et cette notion d'avoir un prix et que c'était le prix à payer me semblait, tu vois, dérangeante presque, enfin étonnante. D'ailleurs, c'est la règle pour les gens qui ne savent pas, quand il y a un prix affiché, c'est interdit de négocier. C'est un peu la règle de base. S'il n'y a pas de prix affiché, tu as le droit de négocier. Ok. Donc le e-com qui explose sur cette période, une envie d'entrer en France et pourquoi Sendinblue? Oui, donc une envie de rentrer en France pour aussi des questions aussi d'éthique. J'ai fait plus de 12 ans dans l'e-commerce, à faire des plateformes et tout pour vendre. Un peu, l'Asie n'était pas dans ses préoccupations qui sont un peu plus les nôtres en Europe. Donc voilà, envie de revenir là-dedans et envie aussi de changer du B2C, justement des grosses machines de vente que j'ai pu faire chez Cdiscount ou Lazada. Et pourquoi Sendinblue? Parce que j'avais envie d'être dans le service, j'avais envie aussi de garder... moi, ce que j'aime beaucoup chez Sendinblue, j'aime vraiment beaucoup la mission parce qu'on aide vraiment les PME à se digitaliser. Donc, la mission de Sendinblue depuis le début, c'est comment donner aux petits players les mêmes capacités que les grands. Alors moi qui sortais de grosses machines et je suis passionnée de marketing depuis toujours. J'ai commencé ma carrière au marketing et je pense que je la finirai. J'adore vraiment ça. Je trouvais cette mission que ça allait dans le bon sens, quoi. Plutôt que capitaliser sur des gros players, l'idée de soutenir tout type de business, parce que tout le monde a besoin de grandir, de se développer, de croître. Et je pense que la technologie, c'est vraiment un super allié de notre génération. On a de la chance quand même de vivre avec la technologie. Après, il faut savoir bien l'appréhender. Et donc, moi, je suis partisane de partager la connaissance, d'aider les gens à l'adopter, plutôt que d'être contre l'innovation, ce genre de choses. Donc Sendinblue, quand j'ai rencontré Armand, le fondeur, j'ai vraiment adoré sa vision. Il est toujours là d'ailleurs, donc c'est quand même très agréable de travailler au quotidien avec le fondateur. Et ça me semblait en lien en fait avec mes valeurs, quoi, tout simplement. Alors deux questions, mais je continue avec un peu de hauteur. Tu l'as vu évoluer, l'email, de Cdiscount il y a 20 ans. Je te vieillis. Ah oui. Mais il y a 15 ans, il y a 10 ans. Ce qui est marrant, c'est que mon premier job chez Cdiscount, c'était d'envoyer des newsletters. Ok, voilà. Donc j'ai tourné là. Et oui, je l'ai vu. Comment il a évolué? Quelle est sa consommation Europe versus Asie? Qu'est-ce que tu as vu comme grande tendance? Oui, il a évolué. Alors c'est marrant, en fait, l'email, il peut avoir cette image un peu ringard pour certains, mais en même temps, c'est quelque chose qui est là au quotidien avec nous. Ce que je te parlais d'adoption, c'est un petit peu comme tout le monde a une boîte aux lettres. Donc, et tout le monde a encore plus une boîte aux lettres électronique, quoi. Donc l'email fait partie de tout le monde. Et comment il a évolué? Il a évolué vers beaucoup plus de personnalisation, je dirais. Au départ, moi, la première, je peux dire ce que je faisais chez Cdiscount. J'envoyais, je me souviens, on appelait ça les LDIF. On en envoyait 2 à 3 par jour à l'époque de Cdiscount qui matraquait. Et on envoyait ça, le même email aux millions de gens qu'on avait en base. Et oui, ça générait beaucoup de chiffres d'affaires. Je me souviens, on disait un email, c'est 20 000 €, un email, c'est tant. Et même tu étais capable de quantifier le CA par email? Oui, tu voyais par rapport au taux de clic. Et mais du coup, tu avais vraiment un curseur CA que tu pouvais activer avec l'email. Ah oui. Non, mais on regardait les gens qui venaient via l'email, donc le trafic que tu envoyais via l'email, et tu regardais dans ce segment de visiteurs combien il a généré.
La question était idiote. Je me rends compte en la posant. Et donc l'email, comment il a évolué? Il a évolué vers beaucoup plus de personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais la même chose aujourd'hui, déjà tu vas avoir un gros problème je pense, de délivrabilité et de plainte, etc. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent un email qui n'ont pas demandé, qui n'est pas attendu, vont s'en plaindre. Donc ce qui fait que tu pourras pas en envoyer un deuxième probablement. Donc et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, l'email est plus personnalisé, ça permet d'avoir un meilleur taux d'engagement. Les stats en moyenne sont quand même toujours assez élevés. On peut faire un petit test si tu veux. Tu penses que le taux d'ouverture moyen d'un email, c'est de combien? Le taux d'ouverture moyen d'un email? Ouais, une fois que sur... Toute industrie, toute verticale confondue? Oui. 4,8%. Le taux d'ouverture? Non, c'est 25%. 25%, ok. Et ensuite, le taux de clic, si on parcourt les KPI de l'emailing? Industrie moyenne, je sais pas, j'aurais dû 10, 12? Non, c'est 4% sur la base des gens qui ont reçu. Ouais. Si tu regardes sur la base d'ouvreurs, on est à 17%. 17%, ok, ouais. Donc, et le dernier qui est important, c'est le taux de désabonnement. Donc, les gens qui vont se désabonner, tu penses que on a un mauvais taux de désabonnement? J'étais pas venu ici pour faire un quiz. Ah bah ouais, mais bon, tu sais, des fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Devant les 300 millions de personnes qui nous écoutent. Donc, le taux de désabonnement moyen, toute industrie confondue, je sais pas, 1%. Ouais, au-dessus, voilà. Alors, non, parce qu'ensuite, ça a des problèmes de délivrabilité. Voilà, justement. exactement. Donc, il faut pas on dit aux gens, si vous êtes au-delà d'1%, c'est qu'il faut revoir votre liste, typiquement. C'est génial parce que c'est un épisode où, alors pour moi, ce sera peut-être une révision et je vais certainement apprendre des choses. Je sais que pour plein de gens, c'est des notions qui sont pas forcément évidentes, mais l'A/B testing, la gestion d'attributs, la personnalisation d'email, des conseils de mise en forme B2B versus B2C, le test sur les navigateurs, le test sur mobile, outils, la délivrabilité, la réputation du domaine sont des sujets qu'on abordera dans quelques minutes. Donc l'email a évolué. Il y a deux types d'emails, il y a deux types, il y en a certainement 50, mais les deux principaux qu'on utilise, ça va être la newsletter informative, personnalisée si possible, et ensuite le mail transactionnel. Un mail transactionnel suit une action. J'ai fait un achat, j'ai une confirmation de commande, par exemple. Le transactionnel a évolué aussi. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Certainement, je pense que moi, si je me souviens déjà, je repense à ces discours, mais les outils ont évolué, les outils sont capables de délivrer les emails à un instant donné de manière beaucoup plus précise, parce qu'un email transactionnel, par essence, doit vraiment être capable d'être envoyé à la seconde après l'action. Donc la capacité des outils a permis certainement d'augmenter la fiabilité de ces emails. Alors c'est pareil, on est habitué, c'est des standards, c'est structurant, mais quand tu reçois pas un email transactionnel, quand tu viens de faire une action sur un site e-commerce, t'es pas très rassuré après. Tu dis que l'action n'est pas passée, tu dis que l'achat n'a pas été fait. Et puis tu peux commencer à psychoter en disant j'ai fait un paiement, peut-être pas sur un bon site, etc. Donc c'est vraiment très structurant. Est-ce qu'il y en a plus ? Je suis pas sûre. Les sites e-commerce l'ont toujours fait. Et après on voit c'est quand même assez différent. Ça dépend des marques. Et souvent, les gens font des tests aussi. Il y a des marques qui veulent être super, super transparentes, qui vont envoyer un email transactionnel à chaque étape. D'autres qui vont faire le minimum, mais je pense pas. Ok. Donc tu rejoins en 2019 Sendinblue, qui est une machine de guerre française, une licorne. Enfin, je connais pas la valorisation, mais une belle levée l'année dernière. Ouais. Et l'année d'avant, 30 millions puis 160 millions, c'est ça en septembre dernier. Du 2017 et ouais. Un bel acteur d'origine française, mais qui sert, tu me disais, maintenant des clients dans 160 pays. Oui. C'est énorme. Et même les employés. On a des offices un petit peu partout. Paris, Berlin, à Noida, où on a notre équipe tech depuis le premier jour. Noida ? Ouais, Noida en Inde. Ok. En fait, depuis le premier jour, Sendinblue, ça a été fondé en Inde parce que Armand était en VIE en Inde quand il a eu l'idée de Sendinblue. Excellent, ok. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande histoire avec l'Inde chez Sendinblue et c'est une grosse partie de nos employés. 180 000 clients, combien d'employés en tout ? On est 450, avec le siège à Paris, on est une grosse centaine, un siège à Berlin, donc à Noida, Seattle et Toronto. Pourquoi Berlin ? Ça fait longtemps ? Berlin, en fait, ça date de... Sendinblue a fait l'acquisition de Newsletter to Go, qui était un provider email allemand. Donc c'est de là qu'en fait, quand on a fait l'intégration de nos deux équipes, on a gardé l'office là-bas. Et puis on continue de grandir, de faire évoluer les deux offices comme ça, parce que ces deux plateformes en plus, c'est facile de communiquer entre les deux. Puis ça nous donne l'occasion aussi de recruter des talents à Paris comme à Berlin, quoi. Parmi ces 450 personnes, 37 dans les équipes marketing qui sont sous ta responsabilité. Oui, voilà. Ouais. C'est 10% des effectifs pour une boîte tech.
Je n'ai pas de ratio, donc je ne sais pas si c'est plus, moins que la moyenne. En marketing, on fait plein de choses aussi. On fait beaucoup d'opérations. Est-ce que ça te semble beaucoup ? Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Ça me semble beaucoup pour une boîte tech. Mais on a 150 développeurs aussi. Donc l'emailing, on pense très souvent justement à cette première partie qui est acquisition de clients. J'allais dire première partie qui est la newsletter, du marketing direct. Mais c'est pas que ça. Oui, c'est ce que je te disais en introduction. On a l'image donc de l'emailing dans la fidélisation, la relation client, et c'est structurant. L'emailing, c'est pour engager avec tes clients, mais tu peux également te servir de l'emailing pour développer ton acquisition. Donc, je te faisais référence aux communications, aux synergies un petit peu offline et online. Quelques exemples de nos clients. Il y a beaucoup de nos clients qui ont des magasins, ça peut être vendeurs de chocolat, esthéticiennes ou même des professions libérales. Et le magasin, ça reste la première porte souvent où tu crées ta première relation avec le client. Et donc, je te donne l'exemple. Donc, tu rentres dans un magasin de décoration ou d'objets divers et variés qui t'intéressent. Tu peux très bien mettre un QR code à l'entrée de ton magasin en disant si vous voulez recevoir une nouveauté ou pour garder le lien avec le magasin, la personne peut facilement scanner le QR code, mettre son email et ensuite, ça va te permettre... la collecte d'emails, c'est la première étape pour engager ta relation avec les clients, parce que la base, c'est de construire ta base client, quoi. Et du coup, vous les accompagnez tous ces clients, parce que tout le monde utilise l'email, que ce soit un avocat, j'en sais rien, pour prévenir, confirmer des rendez-vous, à une boîte qu'on voit 10 millions d'emails par jour. Le petit commerçant qui a un magasin et pour qui c'est le QR code est peut-être la première étape de l'embasement client. Ce genre de clients, vous les accompagnez ? Oui, alors on les accompagne de diverses manières. Alors, dans tous les cas, une fois qu'ils sont sur la plateforme, nous, on a quand même un support dans les 6 langues dans lesquelles on commercialise la solution qui est accessible. Donc, tous nos clients peuvent nous joindre via le support. Et ensuite, on essaye de créer du contenu en ligne via le blog et notamment l'académie. On vient d'un projet dont on est très fiers qu'on vient de réaliser là récemment pour leur donner du contenu un petit peu éducationnel et surtout pour les guider pas à pas dans leur démarche. Parce qu'on a vraiment vu ça pendant le Covid avec l'accélération de la digitalisation, le besoin un petit peu d'être guidé dans les aspects basiques du marketing, quoi. Parce que nous, on a un outil de marketing. Après, nos clients, c'est pas forcément des marketeurs. Il y en a qui sont... L'outil a été conçu de manière très scalable, très... Scalable. Scalable, chers auditeurs, vous m'excuserez, mais je les utilise moi-même souvent. Donc, allez, go pour les anglicismes. Ok. Et on a vraiment des clients dont le cœur de métier n'est pas le marketing. Et on va avoir des marketeurs et aussi des gens qui sont en start-up, qui sont super tech-savvy. Et donc, la solution est vraiment faite pour s'adapter à ce différents types de personas. Et donc, si je parle du premier type de persona, les gens qui sont en charge de développer leur propre business, ces gens-là, ils ont besoin quand même de support en marketing, parce qu'une fois, tu as beau faire la solution la plus simple du monde, la plus intuitive et tout, tu arrives sur la solution, tu es logué, tu commences par où ? Et c'est un peu de ce besoin-là qu'on a décidé de créer l'académie, qui est maintenant disponible en français, en allemand et en anglais. On travaille à sa version italienne et espagnole. On sait que c'est important aussi d'être dans le langage natif des gens. Et vraiment, l'objectif, c'est de donner un petit peu les fondamentaux du marketing pour commencer, et ensuite de guider les gens pour les aider à envoyer leur première newsletter. C'est payant, gratuit ? C'est gratuit, évidemment, parce que c'est vraiment, nous, ça nous tenait à cœur. On considère que ça fait partie de notre mission, vraiment d'aider les gens à comprendre mieux le marketing. Donc quand on l'a développé en termes de contenu, c'était vraiment un projet, on a bossé entre plus de 6 mois et 1 an entre toutes les langues, et on continue de bosser tous les jours dessus. On a un premier module, on a une roadmap assez ambitieuse sur les années à venir, et on a eu de très bons retours de nos clients. On est super contents, toute l'équipe marketing est super fière, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. On le fait de manière gratuite, et notre objectif, c'est d'avoir le maximum d'étudiants. On est très contents tous les jours. Je regarde à la fois. Comment vous jugez ? Donc c'est une opération marketing, mais avec opération marketing, oui et non. Pour être honnête, d'évangélisation peut-être, ou de partage de connaissances. C'est vraiment l'idée, c'était de fournir un outil à même pas forcément nos clients. On ne demande pas d'être client, de créer un compte. Tu crées un compte complètement séparé. C'est vraiment comment on aide les gens à comprendre mieux le marketing pour développer leur business, parce qu'on est aujourd'hui dans une conjoncture où tout le monde doit se digitaliser. Et voilà, les gens ont beaucoup de choses à faire. T'as pas beaucoup de temps. Là, l'académie, je l'ai fait moi-même pour mesurer et tout. En 4 heures,
tu comprends un peu les fondamentaux du marketing et comment bien optimiser tes campagnes email. C'est quand même sur cool. Ce premier modèle. C'est très très cool. Vous êtes inspiré d'insights clients, marché. Comment est-ce que vous avez construit le syllabus du cours, hein, c'est ça le contenu. Ouais. C'est un mélange un peu des feedbacks clients aussi et des demandes clients qu'on a un peu tout le temps en support. Des questions qu'on peut avoir via les webinaires, les moments où on interagit avec les clients. Et aussi notre propre expérience, parce que nous aussi, on utilise Sendinblue au quotidien. Tous les employés, tu vois, quand tu arrives, tu testes la solution. Et c'est un petit peu un mélange de tout ça, mais beaucoup centré client. On l'a designé en pensant à ce persona qui était très fort dans le business, mais qui n'avait pas de connaissances en marketing. Et ensuite, dans les modules, plus les modules, on ira dans la sophistication, plus on s'adressera à un persona de plus en plus large. C'est dans l'air du temps. Il y a beaucoup de learning, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais c'est quand même compliqué des fois. Tu cherches de l'info, tu googles, tu vas sur une vidéo, deux vidéos, tu sais pas. Et les plateformes de learning, il y a à la fois beaucoup de contenu et je trouve que c'est pas si facile que ça de s'y retrouver. Donc nous, voilà, on garantit une certaine qualité en un minimum de temps et c'est totalement gratuitement. Et j'allais dire dans l'air du temps où on a de plus en plus de solopreneurs, enfin d'entrepreneurs seuls ou à plusieurs, mais qui ne vont pas lever de fonds, pas faire de machine de guerre, qui vont développer des business. L'email est quand même le premier outil à utiliser avant de lancer sa plateforme de marque sur Insta et TikTok, ou de l'acquisition paid. L'email, c'est quand même un outil qu'il faut appréhender très rapidement, très tôt, pour lequel il y a à la fois énormément de connaissances, mais en même temps très peu. Donc je comprends l'enjeu. Et du coup, juste pour comprendre quels sont les personas, les clients de Sendinblue type. Donc nous, c'est TPE, PME, hein, donc ça va de 1 à 250 employés. Et pour simplifier, le premier, c'est la personne qui a son propre business, quelle que soit l'industrie, hein, c'est vraiment divers et varié. Donc, un coiffeur, un chocolatier, un psychologue, un médecin, une profession libérale, des coachs. On a eu beaucoup de coaching qui s'est développé pendant le Covid, dont le métier, c'est pas le marketing. Le deuxième, c'est quand même des gens qui travaillent dans les PME, au sein d'un service marketing et com, qui peuvent utiliser Sendinblue pour la com interne aussi bien que pour la com externe, parce que c'est aussi c'est une plateforme SaaS, donc t'as pas besoin d'implémentation très compliquée et tout, donc t'es rapidement autonome. Et ensuite, oui, tu as le persona des startups. Hein, on a, comme tu disais, donc l'email, c'est un peu la jeunesse de Sendinblue, et au fur et à mesure du temps, on s'est développé vers une plateforme tout en un. Et par exemple, les startups, ce qu'elles aiment beaucoup, c'est notre brique de marketing automation. Donc, c'est comment on automatise certains scénarios qui permet vraiment de mettre en place des scénarios automatisés sur des actions spécifiques. Et donc, quand tu es en mode start-up et que tu n'es pas beaucoup, et que tu as besoin d'aller vite et de scaler, tu as un très bon retour sur investissement avec ce genre de solution, quoi. Si c'est du chinois pour vous, on en parle dans 3 minutes. J'engueule souvent des amis, moi, en leur disant... tu vois, des DNVB à qui j'ai passé une commande il y a 6 mois, 8 mois, 4 mois, j'ai jamais reçu d'email de relance, de suivi, de recommande, de rebuy. C'est tellement dommage, quoi. Tu te bats pour acquérir un client, ça te coûte une fortune, tu as des CAC, entre l'achat média, l'effort marketing, ta plateforme de marque, tout ce que tu y mets, ça va te coûter des euros, des dizaines d'euros, des centaines d'euros d'avoir un client. C'est tellement simple de le relancer une fois qu'il est dedans. Il est 8 fois moins cher ou 10 fois moins cher, je crois, de revendre à un client existant que d'aller conquérir un nouveau client. Et la meilleure manière de revendre à un client existant, c'est de lui envoyer un email. Enfin, c'est en tout cas la plus évidente, la plus simple. C'est tellement dommage de pas l'utiliser, quoi. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce premier module de l'académie ? C'est principalement sur l'email marketing. Donc, on apprend déjà un mot qui peut faire peur, ce que c'est de la délivrabilité. C'est quoi la délivrabilité ? En fait, quand tu choisis un fournisseur emailing, c'est la première chose que tu vas vérifier, en fait. Tu vas vérifier que tu choisis un bon provider parce qu'il est capable de délivrer les emails en boîte mail. Donc nous, par exemple, on a un taux de délivrabilité à 99% parce que on l'oublie aussi, mais il y a 10 ans, on voyait des emails, fallait, s'il n'y avait pas de provider, fallait faire tous les settings toi-même. Maintenant, avec des outils SaaS, plus besoin. Et donc la délivrabilité, c'est s'assurer que les emails arrivent dans la boîte mail de tes destinataires. Pourquoi est-ce qu'un email n'arriverait pas ? Alors, ça peut être lié à plusieurs choses, mais pour simplifier, un email n'arrive pas parce que peut-être que l'email est invalide.
peut-être que l'expéditeur est blacklisté, peut-être que l'expéditeur on va appeler des listes noires, ou que ton DNS n'est pas déclaré. Donc voilà, toutes ces choses qui peuvent sembler un petit peu compliquées et techniques sont simplifiées via lorsque tu passes par un provider type Sendinblue. Comment tu te soucies de ta délivrabilité quand t'es client? Tu te soucies principalement d'avoir des listes propres. Donc, c'est quoi une liste propre? Donc, dans ta base de données, c'est des emails valides. Donc, un email valide, un email correct et un email actif. Et d'engager tes clients. Parce que en fait, on conseille à nos clients, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel ils doivent agir au quotidien ou dans leur communication pour avoir une bonne délivrabilité, c'est s'assurer que le contenu est un contenu pertinent pour leurs clients dans lequel ils vont s'engager. Ce qui est important à garder en tête, admettons, l'email est valide, mais que la personne n'ouvre pas au fur et à mesure son email, elle devient un peu inactive. Et puis à un moment, elle est ennuyée ou elle va se désabonner. Plus tu vas avoir des désabonnements, plus tu vas avoir plaintes, plus tu vas avoir de spam, même si l'email initialement était valide, plus ça va impacter ta réputation. La réputation du serveur qui envoie ou la réputation, moi, de client qui utilise le serveur pour envoyer mes emails? Je te laisse répondre et peut-être qu'après j'explique ce que je viens de dire. L'avantage de passer par un provider, c'est qu'on passe par des IP mutualisés. Pourquoi c'est un avantage aujourd'hui? C'est parce que ces IP, elles sont optimisées, nous, via tout le travail qu'on va faire sur la délivrabilité. Donc, c'est un gain de temps. Puis c'est une expertise qu'on va fournir à notre client. Donc il y a toujours, alors il y a certaines personnes, ils vont dire non mais moi je vais envoyer des emails, je veux une IP dédiée, comme ça je peux envoyer ce que je veux. Oui et non, on conseille en fait, il faut vraiment avoir un niveau d'email vraiment très important pour avoir une IP dédiée. Et il faut avoir une expertise. C'est surtout ça. C'est pas parce qu'on a une IP dédiée qu'on a un bon taux de délivrabilité. Et nous, ce que les équipes de délivrabilité font en interne au quotidien, c'est de s'assurer que tous nos clients envoient aussi des bons emails pour que le taux de délivrabilité de nos clients soit bon, quoi. Mais c'est plutôt un avantage quand on a un petit client de partager son IP. C'est pas un inconvénient. Oui, c'est d'externaliser cette optimisation d'IP, de serveur pour augmenter la délivrabilité. En pratique, j'essaye de l'expliquer avec mes mots, mais... Donc deux types d'emails, on va dire newsletter et transactionnel. Le transactionnel, c'est mon Shopify qui, lors d'une action, va déclencher un envoi d'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dire à ma plateforme d'envoi d'email, Sendinblue en l'occurrence par exemple, envoie tel contenu à telle personne. Le serveur de Sendinblue va envoyer l'IP de Sendinblue, enfin le serveur qui a une IP va envoyer l'email à un serveur de mail qui est le serveur de la personne, qui acceptera ou non l'email parce que le serveur qui lui a envoyé l'email montre patte blanche ou non justement, ou a une bonne réputation. Ouais. Si l'email est accepté, s'il n'est pas accepté, c'est du soft bounce ou hard bounce, je crois, c'est ça? Il y a les deux. Il y a les deux à ce niveau-là déjà. Alors, s'il n'est pas accepté, c'est du hard bound. Soft bound, c'est quand ta boîte est pleine, par exemple. D'accord. Donc, s'il n'est pas accepté, c'est du hard bound. S'il est accepté, il va laisser aller l'email jusqu'à ma boîte mail. Et là, il peut y avoir du soft bound si ma boîte est pleine ou si... voilà. Donc, il se passe quand même, chers auditeurs, j'espère que c'était clair pour vous, mais sinon, allez suivre l'académie d'ailleurs de Sendinblue. Mais il se passe quand même pas mal d'étapes, et à chaque étape, il faut montrer patte blanche, ou en tout cas, il faut optimiser sa réputation pour que mon message qui doit arriver jusqu'à mon client passe toutes ces étapes. Et c'est donc, si je comprends bien, votre boulot d'optimiser cette réputation, cette délivrabilité sur vos serveurs. Oui. C'est aussi pour ça, par exemple, que quand on crée un compte, il faut faire chauffer son compte. Au début, si j'upload une liste de 30 000 adresses email sur Sendinblue, est-ce que je peux envoyer tout de suite un mail à 30 000 personnes? Alors là, on va rentrer après dans les détails techniques et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais effectivement, au début, quand on a un tout nouveau client, il y a ou même d'une campagne, il y a un batch d'emails qui va être envoyé pour un peu tester la qualité de ces emails, parce que l'équipe délivrabilité, ils ont tout un tas de contrôles en permanence pour vérifier que nos clients ne sont pas des spammers, hein, tout simplement. Mais c'est ça, en fait, votre responsabilité, c'est aussi de savoir qui envoie des mails. Enfin, oui, non, mais on travaille avec les providers, pour là-dessus. Mais oui, on s'assure que nos clients, sont pas des spammers. On traite aussi n'importe quel client qui reçoit un email, de Sendinblue, fait une plainte. Nous, on va analyser tout ça. Hein. Donc, nous, on a la responsabilité d'éduquer nos clients à envoyer des bons emails et on gère tout type de plainte, etc. Tu as parlé d'un truc avant. Tu as dit nettoyer, en tout cas, s'assurer que sa base mail est bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Quels sont les conseils?
Déjà, la première fois qu'on upload sa base email, on s'assure qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, des choses un petit peu basiques, mais que ces emails sont vraiment clean. Et je dirais au quotidien, alors, ne pas faire, parce que beaucoup de gens font, ils uploadent leur contact, ils disent bon, on va envoyer un email puis on va voir ce qui marche, et puis comme ça nettoiera ma base automatiquement. Ouais, donc, non, alors ça c'est pas génial du tout pour la délivrabilité, donc on évite de faire ça. Donc c'est important de prendre du temps au début, hein, lorsqu'on upload ces contacts. Nous, dans la plateforme, on fait en sorte de laisser beaucoup de possibilités pour uploader, cleaner, etc. Donc, prendre le temps de faire cette étape lorsqu'on démarre un compte. Et ensuite, je dirais, il y a quand même un entretien, tu vois, en permanence de son compte. C'est-à-dire que la base, c'est quand même on peut créer un attribut où on va qualifier certains contacts d'inactifs si on voit que ça dépend du business, hein, c'est compliqué d'avoir, mais il y en a c'est entre 6 et 12 mois. Si on voit qu'il y a une personne qui n'a pas répondu, qui n'a pas ouvert un email en 12 mois, c'est préférable, on le garde dans son CRM, hein, parce que Sendinblue c'est aussi un CRM, donc c'est préférable de garder dans le CRM, mais de le classifier en disant ça c'est un client inactif, donc du coup peut-être dans ses newsletters hebdomadaires ou mensuelles d'arrêter à un moment de lui envoyer des communications régulières, et peut-être proposer par exemple quelque chose de nouveau pour le réactiver, parce qu'au bout d'un moment pour l'interpeller, pour comprendre pourquoi cette personne n'ouvre plus ses emails. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'envoyer des emails à des gens qui sont inactifs, c'est pas le coût d'un email, c'est aussi, ça peut pénaliser la délivrabilité, la réputation, etc. Parce que ce qui compte, c'est vraiment l'engagement des utilisateurs lorsqu'on envoie un email. Donc c'est pas qu'une question de coût, quoi, hein. Je comprends bien, c'est là que j'allais venir justement. L'engagement compte dans cette espèce d'algo qui va définir si je peux et combien d'emails je peux envoyer. Oui, dans laquelle, oui, parce que et l'engagement, c'est l'ouverture, le clic qu'on est capable de traquer évidemment avec une solution comme Sendinblue. Ok. Exactement. Tu parlais, on a parlé d'automation, ça aussi c'est très important. Alors ça fait peur, on en parle souvent ici, mais en pratique, c'est quoi le marketing automation? Le marketing automation, en fait, c'est comment t'automatises un scénario. Pour donner un exemple, nous, souvent les premiers qu'un peu tout le monde met, donc mettre en place un email de bienvenue. Une fois que tu as un nouveau client qui vient de s'inscrire, donc tu as confirmé, tu as mis en place le double opt-in pour confirmer son email. Et puis une fois qu'il vient de s'inscrire chez ton client, tu lui envoies un email de bienvenue où là, tu vas en profiter pour, selon ton type de business, soit lui donner une offre promotionnelle, soit rappeler un petit peu qui tu es, ta marque, soit si tu as un magasin, tes horaires d'ouverture, c'est l'email de bienvenue, c'est la première étape dans l'engagement. Donc ça, c'est un type de marketing automation. Tu vas avoir l'email d'anniversaire. Tu mets un champ date de naissance dans ta base client, ça te permet d'envoyer, de mettre en place un flux en disant à chaque fois que c'est un mois avant l'anniversaire de mes clients ou une semaine, je leur envoie un email d'anniversaire. Tu mets en place une fois le flux et puis tous les jours, tu vas avoir différents types d'emails d'anniversaire qui vont être envoyés à tes clients. L'abandon panier, ça c'est quelque chose d'assez standard maintenant dans l'e-commerce. Franchement, c'est pas évident. J'en croise encore beaucoup de sites où on n'a pas cet email. L'email d'abandon panier, chers auditeurs, pardon, vous savez certainement, puisque vous écoutez assidûment le panier, vous avez mis tel produit dans votre panier, il est encore disponible, on peut garantir le prix jusqu'à telle date, cliquez ici pour confirmer, pour terminer votre commande. C'est tellement simple à mettre en place et j'ai l'impression que c'est pourtant pas si généralisé que ça. Souvent, c'est le genre de choses où les gens savent qu'ils doivent le faire, mais qui aussi prend du temps. Mais le rapport, vraiment, le retour sur investissement est vraiment très, très important, quoi. Ça va être peut-être une journée un petit peu... il y a beaucoup de détails en fonction du CMS qu'on utilise, du tracking, etc. Mais ça va être quelques heures ou quelques jours de mise en place pour quelque chose. Et c'est ça l'avantage de l'automation qui est mis en place pour autant de temps qu'on le désire. Donc le ROI est vraiment super, super positif. Et c'est vraiment important de prendre le temps pour ça, quoi. Je pense qu'on y revient, mais on dépense tellement d'argent pour faire rentrer quelqu'un dans la boutique. Une fois qu'il a mis un pied, il faut tout faire pour le garder, le faire revenir, le faire acheter. Ouais, et l'engagement, vraiment on dit entre 6 et 8 semaines, et une fois de plus, ça dépend encore des industries, mais l'importance d'engager avec ses clients, ses nouveaux clients, c'est vraiment hyper structurant dans
dans le parcours de vos clients. Si vous réussissez sur les premiers mois à vraiment créer une relation avec les clients, vous allez les garder sur une très longue période. Et les premiers mois, c'est là où on explique qui on est, donc ça marche, ce qu'on vend, etc. Comment communiquer ensemble. Parce qu'aussi, dans les outils de communication, on fait l'email, de l'SMS, on a un chat aussi, qui c'est vachement, tout ce qui est communication instantanée, c'est vachement développé ces dernières années. Donc vraiment les 2 premiers mois, expliquer un peu, se présenter, expliquer qui on est, ce qu'on vend, c'est vraiment très important et très structurant pour l'avenir de la relation avec son client. Les 2 premiers mois, après avoir fait connaissance avec un client, sont cruciaux, c'est ce que tu dis. Donc on peut imaginer un mail de bienvenue, un mail 3 semaines plus tard en disant est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez. Lui demander aussi, expliquer qui on est et puis comprendre un peu, récolter des données sur les clients. C'est quoi ses préférences, comment il souhaite qu'on communique avec lui, c'est quoi ses intérêts. Et après, donc, ces données, donc, on est habitué tous à remplir des formulaires avec des gens qui sont plus ou moins contents à l'idée de faire ça. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que tes clients, tu les connais via les données qu'ils te partagent et aussi via leurs actions. Donc, par exemple, sur ton site ou sur la newsletter, tu envoies une newsletter avec 4 types de produits, je sais pas, la maison, l'auto, la cuisine, peu importe. En fonction d'où la personne clique, ça va te permettre de les catégoriser en disant ah ok, donc cette personne elle aime bien acheter des produits de déco et des produits de cuisine. Ok, donc du coup tu peux créer un attribut toujours et tu peux commencer à collecter de l'information sur les préférences de tes clients. Ça va te permettre de personnaliser tes newsletters au fur et à mesure du temps. Parce que ces 2 mois d'engagement, c'est comment tu fais connaissance, comment tu collectes la bonne information qui va te permettre de personnaliser l'expérience de ton utilisateur. Parce que la personnalisation, c'est vraiment clé. Plus c'est personnalisé, plus tu as un taux d'engagement élevé. Et donc, il y a sur la délivrabilité et le nettoyage de base, tu nous as donné des tips tout à l'heure. Il y a des options qui sont de prendre une IP, c'est ça, une IP dédiée. La plupart de nos clients ne se posent pas s'ils prennent une IP dédiée, c'est vraiment plutôt les grands comptes. Okay. Et s'il y a un problème de délivrabilité, nos équipes sauront quoi faire. Donc je donnerai pas forcément ce conseil aux gens. Je dis la délivrabilité, c'est Lilou s'en charge. Si vous avez des problèmes, dans tous les cas, le customer service saura vous conseiller à ce moment-là, mais conseille pas par défaut d'acheter une RSP. Sur ce deuxième point du marketing automation, il y a énormément de plugins, d'outils, d'apps dans vos CMS préférés qui permettent de le faire. Et il y a aussi une interface sur Sendinblue qui permet en fonction des bases de créer des automations, des scénarios en fonction d'actions sur le site. Oui, de manière assez intuitive et visuelle. Oui, le marketing automation, donc oui, sur l'interface, en fait, c'est à partir d'un événement, d'un trigger. Tu vas dire, si on prend l'exemple de l'abandon panier, on va dire quand la personne a ajouté un panier et pas acheté, donc ça c'est l'événement de trigger, je vais lui envoyer un email avec le produit et je vais lui envoyer 4 heures après qu'elle est ajoutée au panier et pas acheté. Et ça, je peux le faire via l'interface? Il me faut un développeur pour le faire? Non, tu peux faire via l'interface. Ok, super. Il y a un point important aussi qu'on a abordé en préparant cet entretien, c'est le test sur les différents navigateurs. Enfin, moi, je sais que ça fait longtemps que je traîne dans les internets. Il y a énormément de chances qu'il faut évoluer, mais de savoir à quoi va ressembler mon email une fois qu'il sera arrivé dans la boîte mail de mon destinataire, ça reste aujourd'hui un enjeu hyper important. Ça, c'est une bonne pratique aussi quand on prépare son email dans l'éditeur. Donc, on a un éditeur drag and drop qui est très intuitif, qui permet aux gens de designer leur email très rapidement. On a aussi des templates existants dans le cas où les gens veulent plus être guidés. Dans tous les cas, c'est important, avant d'envoyer l'email, de regarder son email, comment il apparaît sur un PC, sur le desktop, comment il apparaît aussi sans image, parce qu'il y a des providers qui ne uploadent pas, qui ne laissent pas passer les images. Et surtout, de regarder comment il apparaît sur mobile. Parce que 75% des emails sont ouverts sur mobile. C'est la stat ? Oui, il me semble. Ok. Ouais. Et du coup, ça, on peut le faire dans le... Après, ça dépend si c'est du B2C ou B2B. Du B2B, la stat baisse. Ouais. J'imagine. Le B2C, souvent dans les commerces, les gens ont plus tendance à ouvrir leur email sur le téléphone. Mais ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, si vous faites appel à une agence comme Cosa Vostra, on le fera pour vous. Si vous le faites dans des outils propres sur étagère, des SaaS, testez le rendu final d'un email, c'est crucial avant de l'envoyer, évidemment. Ouais. Surtout si vous faites de la personnalisation. Combien de fois on a reçu un email avec bonjour, entre guillemets, prénom En fait, oui, il y a 2 étapes. Donc, il y a la partie visuelle où tu vas ajuster sur mobile tes images, tes icônes. Les icônes, souvent, des réseaux sociaux
Sur desktop, tu vas avoir des tout petits icônes. Si sur mobile, tu vas plutôt les grossir parce qu'en plus, il y a encore plus de navigation entre les deux. Et ensuite, toujours envoyer évidemment ces emails à un segment test avant de l'envoyer à tout le monde. Oui. Ce qui m'amène au point suivant. Tu as parlé d'attributs. On peut faire de l'A/B testing. Tu as parlé de segment test. En quoi ça consiste ? Et quels sont les conseils que tu peux nous donner ? L'A/B testing, ça consiste à tester 2 scénarios et à définir quel est le scénario gagnant. Donc, bien avoir en tête que quand on fait un A/B test, c'est qu'on teste une hypothèse et pas 2 ou 3, parce qu'autrement, l'A/B test est caduque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va A/B tester ? Donc, si je parle de l'emailing, donc aujourd'hui, nous, on a essayé de faire une plateforme très intuitive là-dessus pour... on a des clients qui font de l'A/B test en permanence, parce qu'il y a même un module qui te permet de... T'envoies par exemple sur 20% de tes clients une version A, une version B, et puis tu dis la version gagnante, je l'envoie aux 80% restants. Et puis aussi, ça peut te permettre de même tester ton offre. Des fois, on est toujours en train de deviner, d'essayer de deviner qu'est-ce que veut le client et tout. C'est un très bon outil là-dessus. Et qu'est-ce que tu peux A/B tester ? Donc, ça dépend quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est d'améliorer l'engagement, par exemple, de ta newsletter, donc soit ton taux d'ouverture, tu vas jouer avec l'expéditeur, la phrase objet, tester différentes choses. Si c'est d'améliorer ton taux de clic, là, tu vas tester différents types de contenu. Tu peux tester aussi, il y en a qui s'en servent pour tester une offre promotionnelle, indépendamment de la newsletter. Et ce qui est important, c'est d'avoir une hypothèse et ensuite donc de regarder les statistiques. Et puis un test est gagnant à partir du moment où, évidemment, c'est significatif. Ça ressemble à quoi un bon email en B2C ? C'est compliqué d'avoir une réponse pour ça. Déjà, ne jamais oublier de call to action, sauf si c'est pour dispenser de l'information gratuite, mais a priori, c'est bien pour une action derrière. Un B2C, tu veux dire donc un e-commerçant, par exemple, quelqu'un qui vend des produits en ligne. Un bon email, c'est un expéditeur, souvent garder le même, pas jouer avec l'expéditeur, il y en a qui font ça. Une phrase objet assez simple, avec des éléments, les éléments promotionnels, de nouveautés, c'est toujours... c'est les raisons principales pour lesquelles les gens s'abonnent aux newsletters dans le B2C, pour avoir des nouveautés et des promotions. Et puis après, dans le contenu, je dirais quelque chose de personnalisé, quoi. Et finalement, si la personne est intéressée par la maison déco, elle pourra proposer des trucs de automoto, quoi. Donc, une question dans le sujet ? Je fais une petite dans un bon email, surtout parce qu'il y a quand même... ça, c'est la partie plutôt business, mais... Il y a aussi les liens des abonnés, etc. Tout ce qui est un petit peu plus... de toute façon, un email ne peut pas partir s'ils n'y sont pas, si. Il y est par défaut, mais après, il y a en fonction de tel pays, tu as quand même tout un tas d'informations à mettre dans ton footer. Selon... nous, on a le RGPD en Europe. Aux US, ils demandent d'afficher l'adresse de ta compagnie dans le footer. Ce qui n'est pas dans le GDPR, on nous demande d'être double authentifié. Mais voilà, il y a tout un tas d'informations qu'il faut quand même bien mettre dans son footer, dans son pied de page chaque fois, qui sont plus des raisons légales, mais quand même nécessaires et qui font un bon email. Je suis devenu un vieux con, moi. S'il n'y a pas de lien de désabonnement dans un email dont je souhaite me désabonner, je le marque en spam. Je fais ça depuis... Non, je sais que c'est pas forcément bien, mais je trouve c'est incroyablement énervant de recevoir un email où il n'y a pas de lien de désabonnement. C'est même... One-click, c'est obligatoire. Oui, voilà. Un autre truc que je faisais aussi... Quand j'étais plus dans l'opérationnel email, mais une technique que j'aimais bien, c'est quand on envoie, donc une fois que tu as fait ton A/B test, j'ai une liste de 100 000 personnes, je vais tester un titre sur les 1000 premières, un autre titre sur les 1000 suivantes, et puis voir celui qui marche mieux, l'envoyer et augmenter comme ça. Et un truc que je faisais, c'est une semaine après avoir envoyé mon email, prendre tous ceux qui l'ont reçu mais ne l'ont pas ouvert, pour leur renvoyer éventuellement avec un troisième titre. Tu as d'autres tips comme ça pour les marketeurs de l'email ? Pour améliorer le taux d'engagement, ne serait-ce que pour la délivrabilité et pour améliorer le taux d'engagement, c'est important de classifier sa base selon des critères d'activité. C'est un peu faire un petit peu de segmentation à un client, mais quelqu'un qui ouvre ta newsletter tout le temps, qui est très engagé, tu vas pouvoir le classifier un peu en VIP. Tu sais que celui-là, t'as une très bonne traction, donc tu vas peut-être pouvoir pousser des offres un petit peu différemment. Quelqu'un qui a tendance à moins ouvrir, tu vois, qui commence à descendre dans les critères d'inactivité, va peut-être falloir le réactiver. Donc, lui proposer quelque chose, une offre plus intéressante pour recréer du lien, recréer de l'attention.
Et puis après, ceux qui sont inactifs, alors c'est marrant parce que chacun des clients est selon un peu ta marque. Il y a des gens qui vont en disant c'est mon dernier appel, c'est mon dernier email, après je vous embête plus. Ou il y a des gens qui essaient des stratégies très différentes là-dessus. Puis il y a des gens, j'ai déjà vu des clients qui disaient bon ben vous n'avez pas ouvert les emails, on vous enlève simplement la liste pour créer un petit peu pour provoquer un petit peu un sentiment de provocation. Donc, mais voilà, ce qui est important, c'est déjà que les destinataires aient le sentiment que voilà qu'il y a la communication, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc ils sont bien conscients qu'il y a une réponse, qu'il y a une réponse ou il n'y a pas de réponse et qu'on est aligné avec ça, quoi. Tu as parlé d'attributs à plusieurs reprises là depuis le début. Un attribut, c'est un tag qu'on va donner à un contact dans mon CRM. Oui, donc voilà, alors, un CRM, pour simplifier, parce que ça peut paraître aussi un mot qui peut paraître complexe, c'est juste... si on compare à un tableur Excel, une base de données où tu mets ton nom, ton prénom, ton email, et un attribut, c'est un champ, quoi. Donc, on va enrichir un peu la base client à travers ces attributs, tout simplement en créant un champ qui peut avoir différentes valeurs, et tout ça, ça va constituer le CRM. C'est un peu la base de tous les business pour entretenir une relation. Je pense que le taux d'engagement... alors j'ai un copain qui me disait que ma trésorerie chez Cosa Vostra était proportionnelle au temps que je passais à la gérer. Je trouvais ça intéressant. Si je ne rappelle pas mes clients pour qu'ils payent leurs factures, ma trésorerie n'augmente pas. Je pense que ta délivrabilité, ton engagement, en tant que e-commerçant est proportionnel au temps que tu passes à gérer ton CRM, à soigner ta base, à nettoyer ta base. C'est hyper important. En plus, la base, c'est un petit peu la valeur client, puis c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et aujourd'hui, dans les outils marketing, on fait tous de la pub sur Facebook, Google, tout ça, toutes ces plateformes de bidding, d'algorithmes, où on maîtrise pas forcément tout. C'est un petit peu black box, on ne maîtrise pas toute la chaîne. Là, la base client, c'est tes clients, c'est toi qui construis la connaissance, c'est toi qui sais comment communiquer avec eux. Tu peux vraiment mesurer s'ils répondent pas. Donc, je trouve que dans ce temps maintenant où on peut avoir le sentiment de perdre le contrôle, notamment dans les outils de marketing, c'est quelque chose de très concret, quoi. Compris. Dernier sujet peut-être sur ces tips and tricks, ou en tout cas sur le marché. Le e-commerce les clients e-commerce représentent chez vous une vingtaine de %, c'est ça, des clients en augmentation? Ouais. Donc c'est à peu près 20%, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et c'est un segment qu'on veut vraiment supporter aussi de plus en plus, parce qu'on a vu que la digitalisation s'était accélérée. Et la plupart, une grosse brique de la digitalisation, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi vendre vendre en ligne. Ce qui se développe beaucoup, c'est que tout type de commerçant va commencer par construire son site, donc en utilisant donc un CMS type Shopify ou WordPress. Et ce que je te disais en préambule, c'est souvent une fois que tu as ton site, la première chose que tu dois mettre en place, c'est tes emails transactionnels. Parce que quand il y a une commande, il faut lui envoyer confirmation commande, quand il y a une inscription de newsletter, etc. Et une fois que tu as des clients, tu as une base, tu vas entretenir un marketing relationnel via des campagnes emailing. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui rentrent via ce canal de CMS, via nos intégrations et nos plugins. Parce qu'on a développé des plugins donc, sur Shopify ou WordPress, ou Magento, PrestaShop, tout ça, qui permettent aux gens, via leur CMS, de gérer le flux d'email avec Sendinblue, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus. Et nous, on essaye vraiment de développer notre produit aussi dans ce sens-là. Comment on peut développer de plus en plus de features qui vont aider... les commerçants, e-commerçants. OK. Le QR code dont tu parlais tout à l'heure pour les magasins physiques, c'est quelque chose que vous faites, ou que... Je peux générer des QR codes pour mes listes? Non, pas sur la plateforme. Non, pas sur la plateforme. C'était un exemple qu'on avait beaucoup vu dans quelque chose pendant ces périodes de confinement où les règles changent un petit peu toutes les 2 semaines. Ce qu'on a vu, c'est que les gens ont beaucoup utilisé le chat, beaucoup utilisé les SMS, ne serait-ce que pour communiquer, les horaires de magasins. Parce que ça, c'est quelque chose... Est-ce que vous êtes ouvert, tout simplement, quoi. Oui, parce qu'il y a la loi qui dit que il y a le couvre-feu. Et ensuite, il y a aussi chaque commerçant, en fonction de son business, qui va adopter ses horaires. Donc, moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver devant la porte. Et souvent, les gens, ils savent pas comment mettre à jour sur Google leurs horaires, etc.
Et une bonne façon d'engager avec ses clients, c'est ne serait-ce que d'envoyer une newsletter, un SMS ou pour leur dire, pour info, on est ouvert de telle heure à telle heure. Et ça, c'est quelque chose de très simple. Et on a vu que les gens utilisaient beaucoup la solution pour ça. Ok. Le SMS, ça marche encore ? Oui. Ça marche toujours ? Ouais. C'est le plus gros taux de délivrabilité qui existe, le SMS. Oui, parce que le téléphone... Et d'ouverture plutôt. Après, c'est... Oui, c'est un très beau... Et d'intrusion, enfin, de niveau d'intrusivité, je sais pas comment on dit. Après, le SMS, ça marche toujours, mais ça dépend, toi, des business. Hein. Je pense que sur tout ce qui est public, par exemple, des choses beaucoup plus officielles, etc., les gens vont être plus rassurés par une validation ou quelque chose par SMS. Donc, ça, pour tout ce qui est e-commerce, ça dépend aussi de la cible. Hein. Si tu as une cible un peu plus âgée, tu seras plus pertinent avec du SMS qu'avec de l'email, par exemple. Quelles sont les prochaines intégrations prévues ? Donc, je vois SMS, Transact, Facebook Ads, chat, landing page. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Qu'est-ce qui est sur la roadmap ? Sur la roadmap, nous on essaye vraiment de développer notre solution pour supporter de plus en plus les gens qui veulent se lancer dans le e-commerce. Donc le chat, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer parce que le besoin de communication, instantanée, quelles que soient les plateformes, on a vu que ça s'était beaucoup développé. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour du chat. Et puis en e-commerce, donc on a déjà pas mal de plugins intégrés avec donc ces plateformes de CMS. On va rester toujours nous dans l'idée de simplifier un petit peu les choses. Sendinblue, c'est comment proposer aux petits les mêmes capacités que les grands. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ça. Et ça veut dire donc avoir des outils puissants, mais qui restent simples. Et ensuite, dans l'e-commerce, tu as tout un tas autour des notifications qui peuvent être des notifications web aussi, qui mettent tout ce qui est instant. En fait, les gens sont en recherche de connexion, de relations, même via le digital. Donc, l'instantané est quelque chose qu'on voit qui se développe beaucoup. Et après, en e-commerce, comment tu vas développer toutes tes recommandations produits, toutes tes segmentations produits. Donc, tu parlais de l'abandon panier, mais... les gens, comment t'abandonnes des fois un panier parce que c'est pas exactement le produit que tu veux, donc comment tu vas recommander des produits qui sont complémentaires à ça, comprendre aussi la performance de tous ces produits, parce que l'analytique, c'est encore une brique. Aujourd'hui on traque tout, une fois que tu as toutes ces données, comment tu rends cette donnée digeste, accessible et surtout actionnable, parce que des fois, on peut se retrouver avec beaucoup de tableaux de bord, beaucoup de chiffres sans savoir quoi où en aller. faire, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ok. Le temps file, mais c'est passionnant. Chers auditeurs, quand vous lancez un e-commerce, la première chose, c'est d'embaser. Le terme est affreux, mais de prendre le contact, en tout cas, de vos... de prendre soin de ces contacts. Alors, déjà, il faut les avoir, les contacts. Voilà, il faut les collecter. D'arriver à collecter les contacts de vos clients. Il faut ensuite créer une relation, d'engager. Et là, vous avez plein d'outils, du SMS, du chat, de l'email. Il faut prendre soin de sa base. On en a beaucoup parlé, de la nettoyer, de s'assurer que les emails sont valides. Il faut soigner les 2 premiers mois de communication avec vos clients. Testez bien avec les outils, il y en a plein sur le marché, il y en a dans Sendinblue. Testez bien vos emails. Les phrases objets, personnalisés, testez-les en mobile. Tu l'as dit, 75% des emails B2C sont lus sur mobile. Pensez à mettre du marketing automation, donc des scénarios, c'est très simple à faire. Il y a plein d'outils, plein d'apps et d'add-ons, et vous pouvez le faire aussi dans Sendinblue. Les scénarios pour entretenir en tout cas cette conversation avec vos nouveaux contacts. A/B tester vos campagnes, utiliser des attributs ou des tags pour bien gérer et organiser vos listes de contacts. Et je crois qu'on a fait un grand tour de la question. Oui, c'est très bien, bon résumé. Super. Ça fait 1 heure qu'on se parle. Si tu veux bien, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de ton expérience Lazada ? Oui, bien sûr. Donc, chers auditeurs, vous vous souvenez, Aurélie a commencé chez Cdiscount en France, à Bordeaux. T'es bordelaise ? Non, je suis pas l'Oise. Ok. Pour ensuite partir en Asie pour le compte pour Cdiscount et le groupe Casino, avant de rejoindre Lazada lors de sa création.
C'était en déjà fait, créé? je suis partie en Thaïlande pour lancer Cdiscount Thaïlande. Et Lazada s'est créé un petit peu en parallèle. C'était vraiment le début de l'e-commerce en Thaïlande et on était plusieurs players. Et donc je pense que Lazada et Cdiscount Thaïlande se sont lancés un petit peu près en 2012-2013 à la même époque, quoi. Et toi, tu les rejoins en... un an et demi. 2014. Après, ouais. Ok. Donc Lazada, c'est un Amazon sud-asiatique lancé par Rocket Internet. Oui. Machine à laver. Oui. Non, mais Rocket est connu pour ça. Ah oui, c'est une très très bonne école, mais... Exactement. Non, mais j'ai adoré cette expérience. J'ai énormément appris, voilà, technologiquement, même humainement. Et puis voilà, c'était en Asie du Sud, donc on était avec... on aidait aussi à développer l'e-commerce dans ces pays-là. Donc, c'était super multi-international. C'était super challenging. Hein, oui. Donc, mais passer 5 ans dans une grosse start-up de Rocket, c'est déjà une réussite en soi, quoi. Ouais. Mais Rocket, puis Alibaba, c'était vraiment deux écoles. Et donc, tu as vécu le rachat d'Alibaba. J'ai vécu le rachat... qui était pour nous, à l'époque, une très bonne nouvelle, parce qu'on avait aussi besoin de ça pour grandir. Et puis, c'est moi qui suis passionnée par la technologie, c'était quand même... je me souviens la première fois que j'étais chez Alibaba sur le campus, tu rentres là-dedans, tu vois comment ça marche. C'est un petit peu comme un Google Campus. C'est assez passionnant. Et puis la culture chinoise... je pense que c'était la culture la plus différente de tout ce que j'ai connu. Alors, autant, en Thaïlande... j'adore la Thaïlande. En 2-3 mois, tu comprends assez rapidement les codes et tu t'adaptes. La culture chinoise, c'est beaucoup plus complexe. Tu y as passé du temps ? En fait, quand on a fait le projet d'intégration, donc ils ont investi au début à 50%. On a eu un an un peu d'observation. Puis après, on a fait un projet qui consistait à changer tout notre front-end et back-end. Et donc, moi, en Asie, tout se fait sur l'application, 80% du business. Donc, on a changé toutes nos applications dans les 6 pays en même temps. Et donc, j'ai passé 6 mois en Chine. On faisait... ça peut paraître peu pour des Français, mais on était vraiment tout sur le campus chinois. On prenait le bus à 9h du mat. Ils nous ramenaient à 21h à l'hôtel. Et puis, pendant 12 heures, on travaillait. C'était très, très, très organisé. Mais moi, ça m'a quand même impressionné. C'était hyper intense. Et je pense qu'avec chez moi, plus intense que Rocket. Et en 4 mois, on a tout refondu. On a tout... avec un tableau, avec un board, juste à dessiner des spécifications et tout, à tout refaire, tout dessiner en 4 mois. Et je me souviens, on a fait la release avant Noël, parce que moi, je voulais pas que mes équipes travaillent le jour de Noël. Donc, tout le monde n'était pas catholique, mais c'était un symbole important. Et ça allait pas dans la roadmap. Ils ont dit, très bien, on va avancer la release. Alors, on avait déjà un projet de 4 mois hyper court. Et on avait réussi à faire ça. Et en une nuit, on avait changé 6 apps e-commerce qui faisaient déjà beaucoup de transactions. Sans casse, sans friction. Enfin, la release s'est passée correctement. Oui. Non, mais c'était... Et tu dis que Alibaba, c'est encore plus machine à laver que Rocket ? C'est une grosse machine, quoi. Bien rodée. Alibaba, c'est la culture chinoise. Les Chinois ont quand même même si Alibaba, c'est une boîte privée, il y a quand même ils travaillent toujours pour leur pays, tu vois. Il y a quelque chose... ils sont super dédiés, super engagés, mais super aussi attachants. Je sais que moi, j'ai quand même de bons souvenirs d'avoir travaillé. C'est hyper perturbant, parce qu'ils fonctionnent vraiment pas comme nous, c'est culturellement, mais en même temps, c'est des gens très motivés, très dédiés. En fait, la façon dont ils gèrent les équipes, c'est que ils vont donner le même projet à 5 équipes et c'est le premier arrivé qui a gagné. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, ça te permet d'aller plus vite. Mais bon, ça veut dire qu'ils acceptent de jeter aussi des projets, 4 projets qui sont... Alors que nous, tu vois, dans notre... Et c'était toujours un point de conflit. C'est-à-dire que dans notre culture occidentale, on va penser... déjà, il faut qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Tu vois, il faut le contexte. Ensuite, il faut qu'on planifie. Donc, il faut qu'on fasse... Alors que vraiment, avec les équipes chinoises, tu vas leur dire, l'objectif, c'est d'arriver du point A ou du point B, c'est le premier arrivé qui a gagné. Donc, c'est très simplifié, mais c'est un petit peu ça. Et donc, le temps que nous, on va prendre à penser, à réfléchir, à débattre et tout, eux, ils sont pratiquement arrivés, quoi. Mais tu arrives à mettre de la quali là-dedans ?
En fait, ils ont une démarche agile, un peu itérative. Mais moi, j'avais l'impression quand on était dans le projet, je voyais on développait. Moi, je me disais, mais attendez, nous, parce qu'il fallait une plateforme e-commerce, c'est hyper complexe. Il fallait que je m'assure qu'il y ait toutes les features dans chacun des pays. Chaque pays avait des spécialités. Donc, moi, j'avais l'impression, et je leur disais des fois dernièrement, attendez, il faut penser à ça selon les gestions en Malaisie, dans tel pays, etc. Et en fait, j'ai compris que même si je leur disais à la dernière minute, etc., qu'ils allaient l'incorporer à un moment ou à un autre. Et donc, il y a ce truc d'agilité. Et vu qu'ils planifient pas tout à l'avance, ils acceptent aussi d'avoir de l'information un petit peu on the go, tu vois. Mais bon, là, c'était un projet vraiment très spécifique. Mais quand j'y repense, même, on avait quand même une grosse barrière de la langue. Hein, c'est pour ça que les dessins, j'ai réalisé qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec des dessins. Et finalement, on passait des fois beaucoup de temps à faire beaucoup de slides, beaucoup de choses et tout. Et avec des dessins... Si en Europe, on a la barrière de la langue, au moins, on a le même alphabet. Là, en plus, tu as 2, 3, 4 alphabets différents. Oui, mais souvent, des fois, on n'a même pas de traducteur, on ne parlait même pas anglais. C'était C'est des sportifs. Hein. Oui, c'était sportif. Bon, belle expérience. Aurélie, merci infiniment pour ton temps. C'était un plaisir de te rencontrer. C'était riche en apprentissage. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Aurélie ou les membres de son équipe sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à l'académie. academy.seniblue.com, c'est ce que j'ai trouvé en tapant ça dans Google. Oui, ou autrement, vous allez sur seniblue.com, ressources, académie, vous allez le trouver dans le menu. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.